Au Togo, le programme des Nations Unies pour le développement a signé avec des organisations de la presse mercredi un accord de financement de projets de couverture médiatique dans le cadre du scrutin présidentiel prévu pour le 15 avril. Des risques de violence orchestrés par des gangs à Lagos à l'approche des élections au Nigeria. Lagos, la plus grande ville d'Afrique, est devenue un des endroits les plus préoccupants dans ce pays. En République démocratique du Congo, malgré la baisse des conflits, le docteur Mukwege dénonce les violences sexuelles qui, selon lui, restent un cancer pour ce pays. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 20 mars et aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la francophonie. Cette année, le thème mondial est jeunes, environnement et climat. Ces éléments constituant de nos jours des défis à relever. Le choix de ce thème n'est pas fortuit car sur les 900 millions d'hommes et de femmes qui composent l'espace de la francophonie, le 1/4 sont des jeunes. Le 20 mars de chaque année, les pays membres de la francophonie pour la journée internationale de cette organisation. La Tunisie est endeuillée après l'attaque terroriste du musée du Bardo à Tunis qui a eu lieu le 18 mars. Les rassemblements et messages de soutien se multiplient aussi bien à Tunis que dans le monde entier. Le principal syndicat tunisien et des groupes de la société civile ont appelé à manifester jeudi devant le musée Bardo où 20 touristes étrangers et tunisiens ont été tués. Notons qu'une minute de silence a été observée à Bruxelles lors du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Rappelons que le musée national du Bardo se situe dans le quartier éponyme de la capitale tunisienne. Et 24 heures après l'attaque du musée Bardo à Tunis, le ministre de la Santé a dressé le bilan des victimes. Au total, 21 personnes tuées et 47 blessées. Précision que l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique à travers un message audio-reportage. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat contre le musée Bardo de Tunis à travers un message audio diffusé jeudi sur les sites djihadistes. Ce groupe terroriste, qui sévit en Syrie, en Irak et en Libye, a menacé la Tunisie d'autres attaques, affirmant qu'il ne s'agissait que du début. Dieu a fait entrer de la terreur dans le cœur des infidèles. Les frères sont parvenus à assiéger un groupe de ressortissants des pays croisés. Cette opération secrète bénie a mené au meurtre et à la blessure de dizaines de croisés et d'apostats. Les forces de sécurité n'ont pas osé approcher jusqu'à ce que les deux héros arrivent à court de munitions. Nous demandons à Dieu de les accueillir en tant que martyrs. Nous disons aux apostats présents en Tunisie musulmane, attendez-vous à pire, ô infidèles. Ce que vous avez vu, ce ne sont que les premières gouttes de pluie, grâce à Dieu. Vous n'allez jouir ni de sécurité ni de paix tant qu'il y aura dans l'État islamique des hommes comme ceux-là. Quant au bilan de l'attaque, il s'est alourdi selon le ministre de la Santé tunisien. 23 décès, 20 de nationalité étrangère, 3 de nationalité tunisienne. Pour ceux de nationalité tunisienne, un agent des forces de l'ordre et les 2 terroristes et 20 étrangers. 47 blessés. Les appels à l'Union nationale se multiplient en Tunisie sous le choc de l'attaque du musée Bardo au tout début de la saison touristique. Une bonne partie de ces victimes étaient des croisiéristes descendus de leur paquebot en escale pour découvrir la capitale tunisienne ainsi que le musée Bardo, le plus prestigieux du pays. Seule heureuse nouvelle, 2 touristes espagnols portés disparus ont été retrouvés jeudi matin sains et saufs dans le musée où ils avaient passé la nuit cachés à l'initiative d'un employé. Par ailleurs, le ministère de la Culture a promis de rouvrir le musée Bardo mardi au plus tard. Direction le Togo où le processus électoral dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel du 15 avril prochain suit son cours. Mercredi, le programme des Nations Unies pour le développement a signé un accord de financement d'un projet de couverture médiatique intégrale et apaisée de ce scrutin avec 4 organisations de la presse togolaise. Les détails. Le Conseil national
des patrons de presse, le patronat de la presse togolaise et puis l'Union des radios et télévisions libres du Togo, Uratel. Ce sont là les 4 organisations de la presse togolaise qui ont reçu l'accord de financement d'un projet intitulé Plateforme des médias pour une élection transparente et apaisée de la part du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'idée majeure pour nous était de pouvoir contribuer, suite aux recommandations des États généraux de la presse, à aller vers une fédération, si possible, des organes de presse. 4 objectifs principaux sont assignés à ce projet: la formation des journalistes, la sensibilisation des populations et acteurs politiques, la rédaction et la diffusion des messages de non-violence et puis la création d'agences reporting. Il s'agit d'envoyer sur le terrain des reporters qui vont se comporter en agencier et qui vont envoyer à une base de données qui sera logée donc à la maison de la presse de Lomé des dépêches. Donc tous les organes, tous les médias, y compris internationaux, qui sont intéressés par le déroulement du processus électoral, par le déroulement de la campagne, peuvent accéder à cette base de données pour puiser les informations, pour rechercher du son, pour rechercher des images, à charge pour eux après d'en faire l'exploitation qu'ils souhaitent selon leur ligne éditoriale. La signature des documents du protocole d'accord de financement du projet, dont le coût s'élève à plus de 95 millions de francs CFA, a lieu mercredi en présence du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, entre le représentant des organisations de la presse togolaise et le représentant résident adjoint du PNUD à Lomé. À moins de 10 jours de l'ouverture des campagnes électorales du scrutin présidentiel du 15 avril 2015, les initiateurs du projet Plateforme des médias pour une élection transparente et apaisée promettent mener des démarches auprès des autorités en charge de la fourniture de la connexion Internet au Togo afin qu'elle soit permanente et rapide pendant la période électorale pour la réussite du dit projet. Lagos, la plus grande ville d'Afrique, fief de l'opposition, est devenue un des endroits les plus préoccupants au Nigeria à l'approche des élections. En cause, des risques de violence orchestrés par des gangs. C'était le 30 janvier dernier, en plein meeting politique du principal candidat d'opposition à l'élection présidentielle, l'ex-général Muhammadu Buhari. La foule s'agite brusquement. De jeunes militants sortent des couteaux. Le rassemblement tourne à l'émeute. Une policière est blessée. Ces scènes de violence ne sont pas exceptionnelles au Nigeria à l'approche d'élections. La jeunesse déshéritée est enrôlée par les partis politiques pour déstabiliser les adversaires. Un phénomène bien souvent lié au manque d'avenir. Nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui sortent de l'université avec nulle part où aller. Ce n'est pas que politique, tout peut mobiliser. Il y a trop de jeunes qui traînent et qui veulent un peu d'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les rencontrer, les payer, et ils feront ce que vous voulez. Oshodi, un quartier populaire de Lagos. Ici, les jeunes ont la réputation de faire la loi et de former des gangs. On les appelle les Area Boys. Mais ces jeunes ne veulent pas s'exprimer devant une caméra. Sur le marché du quartier, l'activité ne cesse jamais et l'arrivée des élections fait monter la tension. On sent tous l'insécurité. Avec l'approche des élections, on ressent sérieusement l'insécurité. Un rapport de la Commission nigériane des droits de l'homme a fait état d'une 60aine d'incidents violents durant la campagne électorale ayant entraîné la mort de 58 personnes en décembre 2014 et janvier 2015. Le rapport souligne aussi le risque élevé de violence à Lagos autour des élections. Mais la présidente du marché, familière des difficultés de son quartier et aussi militante au sein du principal parti d'opposition, se veut rassurante. Maintenant, tout le monde prend les choses sereinement. Il n'y a pas de rancune, pas de combat. On se prépare pour les élections du 28 mars. Le 28 mars prochain, la jeunesse nigériane devra choisir entre le président sortant, Goodluck Jonathan, et son principal opposant, Muhammadu Buhari. Une élection initialement prévue en février mais reportée pour des raisons de sécurité. Un scrutin qui s'annonce très serré et laisse craindre des explosions de violence dans ce pays où 43% de la population a moins de 15 ans.
La RDC à présent, les militants pro-démocratie qui avaient été arrêtés le week-end dernier ont été expulsés par Avignon mercredi soir. L'annonce a été faite par le ministre congolais de la Communication et Médias lors d'une conférence de presse. Le compte rendu dans ce reportage. Face à la presse, le ministre congolais de la Communication et des Médias a annoncé que les militants pro-démocratie sénégalais burkinabés qui avaient été accusés de préparer des actes de violence en République démocratique du Congo sont désormais libres de toute poursuite. Ils ne sont cependant plus les bienvenus dans le pays. Le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les 4 sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés persona non gratae en République démocratique du Congo par le gouvernement de la République. Parce que la RDC n'a aucun besoin de fauteurs de troubles. Nous voulons des faiseurs de paix, pas des fauteurs de troubles. Les 4 militants ont été expulsés dans la soirée de mercredi par 2 vols à destination de Dakar et de Ouagadougou. Parallèlement, 6 militants congolais pro-démocratie, également arrêtés le week-end dernier à Kinshasa, ont été libérés ce jeudi. Plusieurs autres, dont on ignore le nombre exact, restent encore détenus au secret, selon l'un des avocats du collectif de défense des activistes. Restons en République démocratique du Congo où les conflits armés sont en baisse. Cependant, les violences sexuelles restent un cancer pour ce pays, selon le célèbre gynécologue Denis Mukwege. Les détails. Créé en 1999 pour permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions d'hygiène acceptables, l'hôpital de Panzi est vite devenu une clinique qui secourt les victimes de viols à mesure que les régions des Kivu sombraient dans l'horreur de la Deuxième Guerre du Congo. Tous les belligérants font alors un recours quasi systématique au viol, accompagné de violences inouïes dans l'intention manifeste de détruire les femmes et partant certains groupes ethniques. Pour le Nord et le Sud Kivu, la fin de la guerre ne signifie pas le retour à la paix. Les 2 provinces restent déchirées par les conflits et de nombreuses milices congolaises ou étrangères y font encore aujourd'hui régner la terreur dans bien des zones. Avec l'impunité, les gens commencent à considérer comme si violeux, ce n'était pas tellement un problème grave, malgré le fait que nous avons peut-être la meilleure loi de lutte contre les violences sexuelles. De jeunes qui ont passé des années dans des groupes armés ont été tout simplement soit récupérés dans la société sans aucune forme de prise en charge psychologique ou alors réintégrés dans l'armée. Mais nous avions tous ignoré que ces gens étaient eux-mêmes détruits, donc c'est des bourreaux victimes en fait. Dans l'ensemble, la situation s'améliore néanmoins doucement depuis environ 2 ans dans le pays, notamment du fait des progrès de l'armée. Le docteur Mukwege, qui a échappé miraculeusement à une tentative d'assassinat en 2012, vit aujourd'hui sous la protection de la mission de l'ONU au Congo et ne se déplace pas à l'intérieur de l'hôpital sans être suivi par 2 casques bleus pakistanais. Notons que depuis peu, la rumeur court qu'il va se lancer en politique, peut-être à l'occasion de la présidentielle de 2016. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.